Je m'appelle Moussa Talbi, je suis professeur de physique et vice-président délégué en charge de la formation doctorale à Aix-Marseille Université. Donc moi, je suis Sylvie Pommier, je suis présidente du Réseau national des collèges doctoraux et également vice-présidente chargée du doctorat à l'Université Paris-Saclay. Voilà, donc on voudrait déjà remercier en fait l'ensemble des doctorants, doctorantes, encadrants, encadrantes qui ont répondu à l'enquête et grâce à qui on va pouvoir dresser un panorama très complet de ce que sont les pratiques d'encadrement doctoral aujourd'hui et puis leur vision respective du doctorat. Et puis, bien sûr, remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à la diffusion de l'enquête et à la réussite en fait, de cette enquête, en commençant par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a relayé le questionnaire d'enquête auprès de toutes les écoles doctorales, France Université, le Réseau national des collèges doctoraux, et bien sûr, toutes les écoles doctorales qui ont relayé l'enquête auprès de leurs doctorants, doctorantes et encadrantes. Alors, juste pour préciser un petit peu le contexte de cette enquête, on avait lancé cette enquête, on y avait réfléchi, on a réfléchi au questionnaire à une période où on savait en fait qu'on allait avoir des révisions de l'arrêté sur le doctorat, du fait de la loi pour la recherche en particulier, qui avait rendu nécessaire en fait des évolutions de l'arrêté du 25 mai 2016. Donc dans ce cadre où on savait qu'il allait y avoir des révisions, on savait qu'on allait avoir besoin finalement d'étayer un certain nombre de points pour qu'on ait des retours du terrain, des réponses à un certain nombre de questions pour voir dans quel sens faire certaines évolutions. Il y avait également 2 rapports qui ont été commandés par la ministre, en plus de la LPR, et qui ont préconisé des réformes du doctorat et de l'HDR, les deux. Et dans les 2 cas, les résultats de l'enquête vont être très intéressants. Donc, le rapport sur le doctorat en France du choix à la poursuite de carrière, qui a été remis en juillet 2020 à la ministre et qui a fait un certain nombre de recommandations sur le doctorat. Et puis le rapport sur la concertation sur le recrutement des enseignants-chercheurs qui a été remis en avril 2021, donc rapport Blaise, Desbiol et Gilly, et qui contenait notamment des préconisations de réforme aussi bien du doctorat que de l'HDR. Alors ça, c'était, disons, un petit peu le contexte qui a fait que notre calendrier a été quelque peu accéléré, puisque cette concertation, notamment sur la réforme de l'arrêté du 25 mai 2016, on savait qu'elle avait lieu avant la fin de l'année. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a fait notre enquête entre septembre et mi-octobre, même si ce n'était pas forcément le meilleur calendrier pour le faire, puisque les inscriptions se font dans cette période et donc il y a peut-être un petit flou sur quand ceux qui sont en première année ou pas. Mais par ailleurs, il y a aussi des questions qui se posaient, qui sont plus des questions de fond, qui sont qu'on constate depuis une dizaine d'années, en fait, que l'attractivité du doctorat recule en France. Le nombre de doctorants inscrits en première année, on compte bien les premières années, a baissé d'environ 2% par an depuis 10 ans au niveau national. Et ça, c'était après une longue période de croissance qui avait duré au moins 10 ans, peut-être même 15 ans, et qui était presque entièrement due à l'arrivée d'internationaux. Mais là, maintenant, ça s'est inversé. Et parmi les facteurs de cette baisse d'attractivité, il y a plusieurs questions. La question de la rémunération des doctorants, une presse assez négative sur les conditions de déroulement du doctorat, des débouchés, des inquiétudes sur les débouchés du doctorat et la reconnaissance du diplôme. Donc, on avait besoin d'une certaine manière de faire une enquête pour faire un état des lieux sérieux, solide, bien étayé, pour pouvoir en fait étayer des propos, des publications pour, disons, parler du doctorat tel qu'il est aujourd'hui et lever un certain nombre de préjugés qui peuvent exister sur le doctorat. Alors, juste, attendez, voilà. Pardon, faire entrer quelques personnes. Alors, juste pour préciser aussi un point, quelle méthodologie on a suivi. Donc, on a fait des questionnaires en français et en anglais pour les doctorants. Il y avait 183 questions. Et puis, pour les encadrants, 149 questions. Le temps de réponse observé, puisqu'on a pu voir ça a posteriori, était entre 20 et 30 minutes. Donc, les gens ont vraiment pris le temps de répondre. On leur demandait quand même un investissement important pour faire ces réponses. Les questions qui ont été posées étaient parfois assez différentes, puisqu'on n'a pas posé exactement les mêmes questions aux doctorants et aux encadrants, mais par contre, sur un certain nombre de points, notamment leur vision du doctorat, de la formation du doctoral, du suivi de l'encadrement doctoral et même de la préparation du devenir professionnel, toutes ces questions-là ont été conçues en miroir pour se répondre l'une à l'autre.
Bien entendu, même si, on est passé en fait par les écoles doctorales pour avoir un public contrôlé, donc on sache qui répond à l'enquête, mais toutes les réponses sont bien sûr anonymes. Donc on était dans un public, un échantillon contrôlé, mais avec anonymat des réponses assurées. Et il y avait un code d'accès dans le mail de diffusion et un outil qui permet de limiter les réponses à une réponse par appareil pour éviter des réponses multiples. Donc voilà, ça a été diffusé auprès des 70 000 et quelques doctorants inscrits en doctorat en 2020-2021 et on a eu 11 545 réponses, ce qui fait à peu près 16%. Et parmi les doctorants, et parmi les encadrants, 5 831 réponses, et là c'est à peu près le même ordre de grandeur, on évalue aussi à peu près 15% des encadrants potentiels. Et donc merci à tous ceux qui ont assuré la diffusion. Alors pour la diffusion des résultats de l'enquête qui a été réalisée, donc on a fait un rapport d'enquête, on a également prévu une interface de consultation et visualisation des résultats, et quelques communiqués de presse pour accompagner tout ça. Donc ça a été diffusé directement auprès des répondants à l'enquête à partir du moment où ils avaient laissé leur mail pour ça, auprès des membres du réseau national des collèges doctoraux, des écoles doctorales, et puis chacun a relayé dans son réseau, plus ses réseaux sociaux, et envoie à certaines rédactions de journaux. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a eu un contexte particulier de la diffusion, c'est un hasard du calendrier, mais en fait, on a publié notre rapport au même moment qu'un livre qui a eu une audition dans la presse très importante, qui était le livre d'Adèle Combe, « Comment l'université broie les jeunes chercheurs, harcèlement, précarité, loi du silence, un gâchis français ». Donc, ça a été très relayé, aussi bien à la radio, dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et donc, ça nous a amené en fait à positionner un petit peu, faire un focus, disons, sur des questions de bien-être des doctorants, de satisfaction, et vraiment d'analyser un petit peu plus la question de la satisfaction des doctorants dans ce que vous allez voir maintenant, hein, en lien avec ce contexte. Alors, les résultats, on vous transmettra ces planches a posteriori. Vous avez le rapport d'enquête qui est accessible en ligne, et puis vous avez l'interface de visualisation des données. Il y a énormément de choses, c'est très très riche, et puis on espère que vous pourrez en faire le meilleur usage possible et l'utiliser vous-même, vous l'approprier dans chacune de vos écoles doctorales pour sensibiliser les encadrants, les doctorants quand c'est nécessaire, à l'aide de cette enquête. Donc il y a beaucoup plus de choses dans l'interface d'ailleurs que dans le rapport, parce qu'on a dû faire des choix, et malgré tout le rapport fait à peu près 80 pages. Donc vous allez bien sûr, le rapport c'est un petit peu d'introduction, de commentaires, il permet de montrer certains angles d'analyse qui ont pu être faits, mais on vous invite à aller sur l'interface de consultation en ligne. Alors, ce qu'on a pu faire, et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est un résumé de ce rapport, qui lui-même est un résumé de tout ce qui existe dans cette enquête. Et on a pu, dans ce résumé, extraire finalement 12 constats et enseignements principaux qu'on va lister maintenant. Et on va commencer déjà par 3 grands faits marquants, qui sont la contribution centrale pour la recherche du doctorat, le haut niveau de satisfaction des doctorants et la part, l'importance du travail en équipe autour du doctorat. On propose aussi des constats et des recommandations pour améliorer le cadre de la formation doctorale et la qualité de l'encadrement doctoral, pour améliorer l'attractivité internationale, pour améliorer la reconnaissance du doctorat et sa valorisation. Et également pour réduire l'inquiétude des doctorants vis-à-vis de leur avenir professionnel, et on propose la piste d'un portail de l'emploi des docteurs. Alors, les 3 faits marquants, et je vais passer la parole à Mossadegh. Vas-y. Oui, merci Sylvie. Donc, effectivement, comme l'a dit Sylvie, les 3 faits marquants sont donc la contribution centrale des doctorants pour la recherche en France, le haut niveau de satisfaction et le travail en équipe. Donc, je vais commencer par le premier fait marquant. Alors, on savait que les doctorants, la contribution des doctorants à la production scientifique au sein des établissements était importante, mais là, la réponse, le résultat de l'enquête nous montre qu'elle est non seulement importante, mais centrale pour la recherche française, et qu'elle est reconnue comme telle par leurs encadrants, puisque 72% des encadrants qui ont répondu à l'enquête au niveau national, et d'ailleurs tout domaine confondu, et jusqu'à 85% dans le domaine des sciences et technologies, estiment qu'entre la moitié jusqu'à la totalité des productions scientifiques dont ils ont été co-auteurs dans les 5 dernières années sont associés à un projet doctoral. Et comme vous pouvez le voir dans ce graphique, vous voyez par exemple 26%
des encadrants déclarent que la totalité, sauf cas très particuliers, de leur production scientifique dont ils ont été co-auteurs lors des 5 dernières années, sont associés à un projet doctoral, et puis on voit donc les différentes contributions. Donc voilà, donc ça c'est un fait vraiment important, donc qu'on considère comme vraiment un fait marquant de la participation, la contribution des doctorants à la production scientifique qui est vraiment centrale. Maintenant, si on passe à la slide suivante, alors maintenant, cette contribution, elle est présente des différences qui sont quand même notables en fonction des domaines scientifiques. On voit donc, par exemple, dans les domaines des sciences et technologies et sciences de la vie et de la santé, cette contribution est très importante, et cela est corrélé au fait que, d'abord, la durée des thèses dans ces domaines est beaucoup plus courte que dans les domaines, par exemple, des sciences humaines et sociales qu'on va voir tout de suite après, et que les doctorants publient en grande majorité avec leur directeur de thèse. Donc, on voit bien, donc, là, comme je l'avais dit, 85% des encadrants considèrent que leur production scientifique au cours des 5 dernières années est, comme on dit, associée à un projet doctoral dans les sciences et technologies, 81% dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Maintenant, si on passe dans le domaine des sciences humaines et sociales, on voit que cette part, elle est assez faible comparativement aux deux autres domaines, puisque ça représente environ le quart des encadrants répondant à l'enquête dans ces domaines des sciences humaines et sociales considèrent que, comment dire, 25% de leur production scientifique est associée à un projet doctoral au cours des 5 dernières années. Cela aussi, on voit que c'est corrélé au fait aussi que dans les domaines des sciences humaines et sociales, comme on le verra dans la slide suivante, c'est que les doctorants publient souvent seuls, et souvent c'est parce que c'est lié aussi au fait que le projet de thèse est soit co-construit avec le directeur de thèse, soit est du fait du doctorant. Alors, ces taux qu'on vous présente ici sont à corriger légèrement avec du fait qu'il pourrait y avoir une sous-estimation donc, de la part de la production scientifique des doctorants dans comment dire, dû au fait comment dire, que les doctorants publient seuls, ou alors une petite surestimation dans les domaines où ils publient avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément co-encadrants. Ça peut être des post-docs ou des jeunes chercheurs qui ne participent pas à l'encadrement. Mais néanmoins, comme on peut vous l'avez bien noté, donc la contribution des doctorants à la production scientifique est très importante. Alors maintenant, comme je l'ai dit, ceci est corrélé ou lié à la genèse du projet de thèse. Donc, dans les domaines des sciences et technologies et sciences de la vie et de la santé, comme vous pouvez le voir ici, près des 2/3 des thèses sont comment dire, proposées par le directeur de thèse, dans lesquelles déjà comment dire, les problématiques et les enjeux de la question de recherche est déjà cerné, et donc le recrutement des doctorants vient dans un premier temps. Et si on compare par rapport au domaine des sciences humaines et sociales, on voit que c'est très peu, une proportion est beaucoup moindre, disons, de thèses qui démarrent avec une proposition venant du directeur de thèse. Et, et on voit bien que dans les domaines des sciences humaines et sociales, il y a une part non négligeable de doctorants qui démarrent leur thèse, c'est-à-dire que le projet de thèse est le fait du doctorant, donc qui vient avec un projet, qui cherche donc un encadrant. Et ça, c'est des pratiques qui sont différentes dans les deux grands domaines. Donc, comme j'ai dit, sciences et technologies, sciences de la vie et de la santé, comparativement aux sciences humaines et sociales, qui expliquent, disons, cette différence qu'on constate dans la part de la production scientifique des doctorants en lien avec leur encadrant. Alors, le deuxième fait marquant, c'est le haut niveau de satisfaction des doctorants. Alors, à haut niveau de satisfaction avec un certain nombre de réserves, on avait posé un certain nombre de questions différentes. On leur avait demandé déjà si leur expérience du doctorat correspondait à leurs attentes et à leur vision du doctorat. Finalement, est-ce qu'ils faisaient correspondait à ce à quoi ils s'attendaient ou pas?
Et là, on constate qu'en fait, 21% sont très satisfaits, 47% satisfaits, 22% neutres. Alors, c'est important de le dire, c'est une échelle à 5 niveaux. Donc, la contrepartie de ceux qui sont très satisfaits ou satisfaits ne sont pas des gens insatisfaits, hein. Il y a 8% qui sont assez insatisfaits et 3% de très insatisfaits. Alors ensuite, on leur a demandé s'ils recommanderaient à un ami de préparer un doctorat dans leur établissement. Et là encore, bon, on voit des niveaux de satisfaction plutôt importants. Donc, il y en a 7% qui ne le recommanderaient plutôt pas et 4% pas du tout. Les autres, disons, le recommanderaient à 29% tout à fait ou 35% plutôt. Alors, ensuite, on leur a posé une question, pas sur le doctorat en général, mais sur leur encadrement doctoral, hein. Donc, 78%, tout domaine confondu, sont très satisfaits ou satisfaits de leur encadrement doctoral. 48% très satisfaits et 30% satisfaits. Les autres étant neutres à 11%, assez insatisfaits à 7% ou très insatisfaits à 4%. Donc, ce qu'on a pu voir par ailleurs, compte tenu du contexte de la publication du livre d'Adèle Combe, on a fait un focus en fait sur cette question d'insatisfaction ou de satisfaction des doctorants. Il y avait de nombreuses autres questions puisqu'on pouvait leur demander s'ils étaient s'ils étaient satisfaits de leur environnement, si leur environnement était enrichissant ou finalement s'ils n'avaient pas l'impression d'apprendre grand-chose, comment ils étaient satisfaits de leur financement. Et puis après, sur l'encadrement doctoral, on a découpé en différentes volets de composantes d'encadrement doctoral en posant des questions sur leur vision de l'encadrement doctoral et puis leur satisfaction à l'égard de leur encadrant. Et bien alors, quand on regarde l'ensemble de leurs réponses, on peut analyser l'ensemble des réponses et voir comment les réponses se groupent sans a priori en utilisant des méthodes d'analyse en composantes principales. Et ce qu'on voit, c'est que la coupure entre les doctorants ne se fait pas en termes de satisfaction au niveau de ceux qui sont neutres. Elle se fait vraiment entre assez insatisfaits ou très insatisfaits. C'est-à-dire que les doctorants qui sont très insatisfaits de leur encadrement doctoral sont en général très insatisfaits sur plein d'autres sujets et répondent de façon très uniforme à l'ensemble des questions. Les autres, qui sont assez insatisfaits ou satisfaits ou même très satisfaits ou neutres, ils vont sur certains points être contents, d'autres moins contents, mais c'est plus du cas par cas selon les questions et moins général. Alors, on leur a posé, par exemple, des questions, on va faire un petit focus, sur à la fois la vision du doctorat, la vision de l'encadrement doctoral. Donc, on leur a posé la question, aussi bien aux encadrants et aux doctorants, sur l'importance ou le fait que c'est bien du rôle de l'encadrant sur 17 points particuliers qu'on va voir juste après. Et deuxièmement, là, on a posé la question qu'aux doctorants, on leur a demandé comment ils ressentaient, comment ils étaient satisfaits ou non de l'action de leur directeur de thèse sur chacune de ces composantes. Donc, vous verrez la question Q1, c'est vraiment en question aux doctorants. Que pensez-vous des rôles et responsabilités des directeurs et directrices de thèse, donc sans importance par leur rôle à très important leur rôle de 1 à 5. Et puis, pour les doctorants aussi, que pensez-vous de l'action de votre directeur et directeur de thèse, de très insatisfait à très satisfait? Pour les encadrants, même question que pour les doctorants, que pensez-vous des rôles et responsabilités entre sans importance par leur rôle à très important leur rôle? Alors, voilà, donc ce que vous avez ici, donc on a fait une petite vue de synthèse, mais vous avez tout le détail sur l'application en ligne. Et vous voyez, par exemple, les réponses. Q1, c'est la vision des doctorants, Q3, c'est la vision des encadrants, et Q2, c'est la satisfaction des doctorants. Donc, on a classé ici par ordre de réponse, c'est la moyenne des réponses de 1 à 5, 5 quand ils sont très satisfaits ou qui jugent que c'est très important. Donc, on voit déjà en ordre d'importance que les questions sortent un petit peu dans le même ordre pour les doctorants et les encadrants. Donc, sauf sur quelques points, les visions des doctorants et des encadrants sont assez alignées sur ce qui est important ou non dans l'encadrement doctoral. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, le niveau de satisfaction sur l'action de leur directeur de thèse est assez bon. Hein, en moyenne, on a quand même un niveau de satisfaction qui est bon. Alors, on voit aussi parfois que le niveau de satisfaction peut être moins bon, mais quand c'est sur des sujets où ils jugent que ce n'est pas forcément très important ou pas forcément du rôle du directeur de thèse, ce n'est pas forcément très grave. C'est plus ennuyeux, si vous voulez, quand le niveau de satisfaction n'est pas très haut, pas très élevé,
mais que par ailleurs, il juge que ça relève vraiment du rôle du directeur de thèse. Donc, ce qui était important aussi, c'est de corréler un petit peu ces réponses pour voir finalement, disons, l'alignement des visions et puis le lien entre la satisfaction et l'importance de la question pour les doctorants. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu ici. Donc, vous voyez ici, ce qu'on voit apparaître, c'est deux niveaux, si vous voulez, où on a une vraie divergence. C'est suraccompagner l'intégration dans la communauté scientifique, aider à développer un réseau de recherche où on voit que les encadrants ont tendance un petit peu à sous-estimer l'importance que ça a pour les doctorants. Les doctorants jugent que c'est très important, les encadrants beaucoup moins. Donc là, on le retrouve ici, hein, vous voyez, 3,9 en termes d'importance pour les encadrants, 4,2 pour les doctorants. Et puis, encourager à présenter, publier ou valoriser les travaux de recherche, là, c'est l'inverse. Les doctorants surestiment l'importance que cela a par rapport aux encadrants et les encadrants y attachent une importance moins importante que les doctorants. Alors, donc, pour résumer, les visions des doctorants et des encadrants sur les rôles et responsabilités des directeurs de thèse sont globalement convergentes, sauf sur 2 points. Les doctorants accordent une importance beaucoup plus grande que leurs encadrants au fait que les directeurs de thèse les encouragent à présenter, publier ou valoriser leurs travaux. Et puis, les visions des doctorants des rôles et responsabilités des directeurs de thèse en général et leur satisfaction vis-à-vis de leur directeur de thèse en particulier sont proches sur la plupart des composantes, mais les encadrants sous-estiment l'importance pour les doctorants d'être accompagnés dans leur intégration dans une communauté scientifique et pour être aidés à développer un réseau de recherche. Donc, être mis en contact avec d'autres chercheurs, être aidés pour interagir avec d'autres chercheurs. Alors, on le voyait sur cette ligne-là, mais ça intervient sur d'autres rubriques aussi qui peuvent croiser avec ça et on le croisera aussi avec le travail en équipe. Alors bien sûr, le détail de tout ça est accessible sur l'interface puisqu'évidemment une note moyenne, mettons de 3, peut être obtenue avec beaucoup de très satisfaits, beaucoup de très insatisfaits ou bien avec beaucoup de neutres. Alors c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'aller regarder point par point. Et là, vous avez par exemple, parmi ceux qui ont dit que pour les doctorants, que telle composante de l'encadrement doctoral est très importante, leur rôle. Vous avez ici le détail des réponses sur quelques points qu'on a mis en particulier. Hein. Et donc, vous voyez, par exemple, sur faire des retours critiques constructifs sur les travaux et les méthodes, aider à progresser, 61% sont très satisfaits. Ça, c'est ce qu'ils mettent en haut, hein, qu'ils estiment comme étant le rôle le plus important du directeur de thèse. 61% sont très satisfaits, 18% assez satisfaits, 9% neutres, et vous avez 6% de insatisfaits et 6% de très insatisfaits. Encourager à publier, présenter, vous voyez, là, c'est à peu près la même chose. Alors, un point quand même notable, vous voyez, sur la partie s'assurer de son état psychologique, la rassurer lorsque nécessaire, être bienveillant, vous avez quand même 20% des doctorants qui sont soit très insatisfaits, soit insatisfaits de l'action de leur directeur de thèse, alors qu'ils jugent que c'est très important, que c'est un rôle très important. Donc là, on sent peut-être qu'un peu plus d'accompagnement, de bienveillance auprès des doctorants pour les aider à dépasser leurs difficultés serait nécessaire. Alors, vous avez ici le détail. Hein. Bien sûr, le détail est sur l'interface en ligne. On ne va pas rentrer dans tous les points, mais vous l'avez pour, ici, c'est les encadrants. Et puis, pour la suite, pour les encadrants, et vous allez tout trouver sur l'interface en ligne. Voilà. On leur a posé des questions qui sont un petit peu différentes. Là, c'était pour les encadrants. Le doctorat sera vécu comme une expérience positive par un doctorant si il ou elle. Voilà. Donc là, on voit bien les questions posées. Et les questions, c'est d'accord et j'y suis attentive ou pas d'accord du tout et pas de ma compétence, donc je ne m'en occupe pas. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment cette répartition-là où on voit bien finalement quels sont les points sur lesquels les encadrants sont plus attentifs ou considèrent que c'est plus important. Voilà. Je te passe la parole, Mossadegh. Et merci, Sylvie. Oui, le troisième et dernier fait marquant, c'est le travail en équipe ou l'importance du co-encadrement qui est largement majoritaire et d'ailleurs très apprécié par les doctorants pourvu que, bien sûr, l'équipe s'entende et se coordonne bien. Comme vous pouvez le voir, les 2/3 des doctorants sont encadrés dans le cadre d'un co-encadrement, un directeur, co-directeur, voire des co-encadrants. Et comme vous pouvez remarquer, 55% des 67%, c'est-à-dire plus de 80% d'entre eux
déclarent que les membres de l'équipe d'encadrement sont complémentaires, se coordonnent et s'entendent bien. Et il y a donc une vingtaine de pourcents des doctorants qui sont en co-encadrement, qui sont, déclarent dans une petite proportion qu'il y a des tensions entre les membres de l'équipe, et ou alors que le rôle respectifs ne sont pas, leurs rôles respectifs ne sont pas clairs pour le doctorant, ou qui ne se coordonnent pas très bien, et que parfois ils donnent des orientations contradictoires. Mais comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même une grande satisfaction, les doctorants sont assez satisfaits, comme on le verra, du co-encadrement. Alors, justement, lorsqu'on regarde maintenant le taux de satisfaction, on voit très bien que 78% des doctorants sont satisfaits ou très satisfaits donc, de leur encadrement. Et là, vous avez en bleu ceux qui sont encadrés par un seul directeur de thèse, et donc en vert ceux qui sont encadrés par une équipe de co-encadrement, et en rouge ceux qui déclarent qu'ils sont, les membres de l'équipe soit se coordonnent mal, soit il y a des tensions entre eux. Et on voit bien donc maintenant que si on regarde les doctorants qui sont insatisfaits, donc 7% se déclarent insatisfaits et 4% très insatisfaits, et on voit, disons, comment ils se répartissent entre ceux qui sont encadrés seuls, qui sont donc les taux en bleu, d'accord, et ceux qui sont encadrés par une équipe, le taux en vert, et en rouge, comme je l'ai dit, ceux qui sont encadrés par une équipe d'encadrement, mais dans lesquels il y a soit des tensions, soit les membres de l'équipe donnent des orientations contradictoires ou se coordonnent très mal entre eux. Mais globalement, ce qu'on peut considérer, c'est que les doctorants sont en grande majorité assez satisfaits, disons, de leur encadrement, qu'il soit un encadrement en équipe ou un encadrement seul, mais avec une préférence d'un encadrement en équipe. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, oui, alors maintenant, l'autre question qu'on a posée aux doctorants, combien leur directeur de thèse encadre de doctorants en même temps. Donc, on remarque que les 2/3 des doctorants sont dirigés par un directeur ou une directrice de thèse qui dirige entre 2 à 5 doctorants. Et là, vous avez la proportion dans les différents domaines scientifiques. On voit donc que dans les domaines des sciences et technologies, il y a 23% des doctorants sont encadrés seuls. Il n'y a pas d'autres doctorants que dirigent leur directeur de thèse. Et on voit que si on regarde maintenant l'autre part du spectre, qu'il y a seulement 8% des doctorants en sciences et technologies qui sont encadrés en même temps que 5 ou plus de doctorants. Si maintenant on regarde dans les domaines des sciences humaines et sociales, on voit que la part de doctorants qui sont encadrés qui sont seuls à être encadrés par leur directeur de thèse est très faible, est de l'ordre de 8 à 11%, alors que la part des doctorants dont le directeur de thèse encadre 5 doctorants et plus dans le domaine des sciences humaines et sociales est beaucoup plus important, comme on peut le voir ici, ça représente un peu le quart des doctorants. Maintenant, si on passe à la slide suivante. Alors maintenant, lorsqu'on pose la question aux doctorants, comment il apprécie donc, le fait d'être plusieurs sous la direction d'un même directeur ou directrice de thèse, alors il y a, comme vous pouvez le noter, 81% ou 80% des doctorants considèrent que c'est un avantage, car pour 46% d'entre eux, cela permet de former une équipe, de créer donc des liens et de s'entraider humainement et professionnellement, et 35% déclarent que c'est également un avantage parce que cela permet de partager des méthodes, des thématiques, des informations et des connaissances. Par contre, les 20% de doctorants qui considèrent que c'est un inconvénient, donc il y a un petit 2% qui considèrent que leurs sujets de recherche sont trop proches et cela crée donc de la concurrence et donc des tensions et des difficultés, et 18% considèrent que c'est un inconvénient du manque de disponibilité de leur encadrant qui encadre beaucoup de doctorants et il n'a pas le temps donc, de pouvoir de les suivre. Alors maintenant, si on regarde toujours concernant le travail en équipe, comment se répartit donc
l'appréciation des doctorants qui considèrent que c'est un avantage ou un inconvénient suivant le nombre de doctorants encadrés par leur directeur de thèse, comme on peut le voir, que donc, ce taux qui est en vert pour les avantages, d'accord, diminue avec le nombre de doctorants. Donc, plus le nombre de doctorants, plus le directeur de thèse a un nombre de doctorants important, moins les doctorants considèrent ça comme un avantage et plutôt comme un inconvénient, comme on peut le remarquer ici. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne voit pas de différence notable concernant cette question, comment dire, entre hommes et femmes ou lorsqu'on se restreint dans les 3 premières années. D'accord. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le taux de satisfaction diminue en fonction des années de thèse. D'accord. Et en même temps, le taux d'insatisfaction augmente en fonction des années de thèse. Alors, on a également, suite à cette étude, pu faire un certain nombre de diagnostics qui peuvent servir à faire des recommandations pour améliorer le cadre de la formation doctorale. Alors, pour cela, je dirais que ça peut être tout simplement de la sensibilisation. Alors, ce qu'on a fait, c'est un focus sur les doctorants en difficulté et ce focus peut être utilisé pour essayer de voir finalement ce qu'il ne faut pas faire ou faire autrement pour que ça se passe bien. Donc, on peut utiliser en fait l'enquête et surtout l'enquête en ligne pour alimenter avec des retours de terrain les formations à l'encadrement doctoral qui sont destinées aux futurs encadrants. C'est aussi une manière d'étayer en fait les critères pour être autorisé à diriger des doctorants dans chaque établissement. Comme vous l'avez vu sur le nombre de doctorants par directeur de thèse, on a souvent une limite en nombre de doctorants par directeur de thèse dans les écoles doctorales. Parfois, c'est un peu difficile à justifier. Et là, c'est vrai qu'avec ces croisements entre les différentes informations et puis la satisfaction des doctorants, ça permet d'une certaine manière de justifier un certain nombre de critères et peut-être de les adapter. Ça peut être aussi très utile pour développer des mesures de traitement et de prévention. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il nous faut un diagnostic le plus juste possible pour apporter des réponses adaptées. Donc, comme on l'a vu, parmi les doctorants insatisfaits, on rediscutera derrière, si vous voulez, entre un doctorant qui est abandonné par son directeur de thèse ou un doctorant qui est harcelé par son directeur de thèse, la réponse à apporter n'est pas du tout la même. Et dans chaque établissement, il faut savoir si on met en place, on a tous des cellules harcèlement, par exemple. Est-ce qu'il faut mettre une personne dans cette cellule, 2 personnes ou plus? Voilà, c'est des questions qu'on a besoin d'évaluer et donc on a besoin de bien évaluer quelle est la situation de chacun et quelle est la proportion des doctorants qui rencontrent chaque caractéristique, chaque difficulté. Donc, en prévention et en traitement, des 2 côtés, ça peut être très utile d'analyser en fait les difficultés. Alors, disons, je vous fais un petit résumé un petit peu. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on analyse l'ensemble des données en composante principale, on voit vraiment que les doctorants qui sont très insatisfaits de leur encadrant répondent de façon assez homogène. Ils forment un groupe pour des réponses sur d'autres questions. Et ils se détachent assez clairement des autres doctorants. Donc, ça nous sert un petit peu de guide et c'est pour ça que sur l'interface en ligne, vous avez accès au niveau de satisfaction des doctorants et donc vous pouvez choisir les doctorants qui se déclarent très satisfaits de leur encadrant ou ceux qui se déclarent très insatisfaits, donc choisir en fait ça sur l'interface. Alors, les doctorants qui se déclarent très insatisfaits de leurs encadrants, sont en général dans des proportions très supérieures aux autres, des doctorants qui dirigent des doctorants dont le directeur de thèse dirige plus de 5 doctorants. Donc, souvent, le directeur de thèse est peu disponible. D'ailleurs, ils déclarent aussi que le fait que leur directeur de thèse dirige plusieurs doctorants est un inconvénient du fait d'un manque de disponibilité de sa part. Sur les fréquences des rencontres, puisqu'on avait posé des questions sur les fréquences, ce sont des doctorants qui rencontrent peu fréquemment leur directeur de thèse, généralement moins d'une fois par mois.
On constate aussi, comme dans facteur d'insatisfaction, qu'il peut y avoir une équipe d'encadrement qui ne se coordonne pas ou ne s'entend pas. C'est un facteur important d'insatisfaction. La durée des thèses, au-delà de 3 ans, alors il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, à la base, une raison de financement, puisqu'au-delà de 3 ans, le financement n'est souvent pas sécurisé, donc les situations sont plus complexes et l'insatisfaction diminue fortement au-delà de 3 ans. Et aussi un manque de moyens pour la réalisation de leurs travaux ou la rédaction de leur thèse. Donc, on va retrouver ça sur les questions sur la rémunération. Paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais on a un petit point peut-être culturel aussi, c'est qu'on constate sur la plupart des questions de satisfaction, les nationaux, alors nous on a défini comme nationaux ceux qui sont français ou qui ont grandi en France, sont souvent moins satisfaits que les internationaux et donc on a plus de doctorants très insatisfaits parmi ceux-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que les doctorants très insatisfaits, quand ils se déclarent très insatisfaits, c'est beaucoup plus général. C'est pas, ils sont très insatisfaits sur un point, mais satisfaits par ailleurs sur d'autres. Leur insatisfaction est beaucoup plus forte et générale que les autres sur les 17 composants de l'encadrement doctoral en particulier. Alors, une petite illustration de ce que je viens de dire. Parmi les doctorants très insatisfaits, première chose qui sort vraiment de façon très claire, ce sont des doctorants abandonnés par leur directeur de thèse. Donc, par exemple, quand on leur demande à la question « Votre directeur ou votre directrice de thèse dirige-t-il d'autres doctorants? Qu'en pensez-vous » 68% de ceux qui sont très insatisfaits disent que c'est un inconvénient du manque d'indisponibilité du directeur ou de la directrice de thèse, et seulement 15% parmi tous les autres, insatisfaits, neutres, satisfaits ou très satisfaits. Donc c'est pour ça que je vous disais, la coupure, elle se fait entre insatisfait et très insatisfait, pas neutre. On voit vraiment de très grandes différences à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est un taux complètement différent. On leur demande aussi à quelle fréquence rencontrez-vous votre directeur de thèse. Donc, parmi ceux qui se déclarent très insatisfaits de leurs encadrants, 56% voient leur directeur de thèse moins d'une fois par mois. Parmi les autres, c'est 23% qui voient leur directeur de thèse moins d'une fois par mois. Alors bon, 23%, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut être lié d'ailleurs à d'autres facteurs, puisque quand on a des doctorants qui sont en activité professionnelle en parallèle de leur thèse, parfois eux-mêmes ne peuvent pas toujours se libérer fréquemment pour rencontrer leur directeur de thèse. Donc vous voyez, ça fait une très forte différence. Alors, deuxième facteur important, c'est la question des moyens. Donc, les doctorants très insatisfaits sont souvent confrontés à un manque de moyens. Ce qu'on a pu voir dans l'enquête, c'est que, comment dire, le financement de la thèse lui-même est vraiment un facteur d'insatisfaction. Donc, ce qu'il faut juste noter, c'est que dans l'enquête, 79% des doctorants qui ont répondu déclarent bénéficier d'une rémunération pour préparer leur doctorat, ce qui est 4 points de plus que la population générale, où on avait 75%. Donc, c'est un petit peu supérieur. Et d'ailleurs, sur d'autres points, il y a des petites questions comme ça où l'enquête n'est pas complètement représentative. Vous avez par exemple une surreprésentation des sciences et techniques et une sous-représentation des humanités, lettres et langues dans l'enquête. Donc c'est pour ça que chaque fois que, par exemple, le secteur disciplinaire a été quelque chose qui était sensible sur la réponse et qui faisait que les réponses étaient différentes. On a pris soin de présenter les réponses par secteur disciplinaire pour qu'on puisse regarder les résultats domaine par domaine, puisque l'enquête n'était pas complètement représentative sur ce plan. Mais enfin, là, vous voyez, c'est important de le noter, dans les réponses qu'on va vous donner, on a une part des doctorants qui ont répondu à l'enquête qui est plus importante, qui sont rémunérés, qui est plus importante que dans la population nationale. Alors, ce qu'on peut noter en premier, c'est que 79% des doctorants déclarent bénéficier d'une rémunération, mais seulement 56% de ceux qui ont une rémunération estiment que cette rémunération est suffisante. Donc, beaucoup de doctorants ont une rémunération qui est insuffisante. On verra ce que ça donne selon les types de financement. Alors, on leur a demandé ensuite, est-ce qu'ils étaient parfois ou régulièrement en situation difficile? On constate que parmi ceux qui sont très insatisfaits, 26% de ceux qui sont en 26% se déclarent régulièrement, parfois en situation difficile, 28% dans la population générale. Par contre, parmi ceux qui sont très insatisfaits, 14% sont régulièrement en situation difficile
et alors que c'est 8% de la population générale. Donc, il y a le double des doctorants qui sont régulièrement en situation difficile financièrement parmi ceux qui sont très insatisfaits par rapport à la population générale. Alors, ces difficultés peuvent se cumuler avec un manque de moyens pour la réalisation des travaux de recherche ou pour rédiger la thèse. Alors, on va juste le montrer là. Voilà, si on a posé la question, parmi les doctorants qui se déclarent très insatisfaits, 7% de plus sont insuffisamment financés par comparaison avec les doctorants. Vous avez cette répartition-là. Alors, on va regarder aussi selon le type de financement. Donc, on leur a demandé si les conditions dont ils disposent pour mener leurs travaux de recherche, donc ce n'est pas la rémunération qu'ils reçoivent, c'est vraiment les conditions pour mener les travaux de recherche, si elles leur permettent de mener leurs travaux dans des bonnes conditions ou pas. Donc, vous avez en vert ceux qui disent qu'ils peuvent mener dans des bonnes conditions, ceux qui disent, bon, ça va, mais ça pourrait être mieux, en bleu, et en rouge, ceux pour qui les conditions sont un obstacle à la réalisation de leurs travaux. Donc ça, c'est les conditions pour mener leurs travaux de recherche. Et on les a distingués par les catégories de type de financement qu'ils reçoivent. Donc, par exemple, 64% des répondants ont un contrat de travail pour réaliser leur thèse, un contrat doctoral, un contrat CIFRE, et 24% parmi ceux-là estiment que les conditions dans lesquelles ils sont pour préparer leurs travaux de recherche ne sont pas, sont un obstacle à l'avancement des travaux. Mais ils sont 52% par rapport à ceux qui ont des situations précaires, donc préparation de la thèse sans financement dédié, avec des revenus issus de vacations, autres contrats courts et autres financements irréguliers non liés à la thèse. Donc, vous voyez, les conditions pour mener les travaux de recherche sont liées aux conditions de financement. Alors, tout ça, c'est parmi ceux qui sont très insatisfaits de leur encadrement. Donc, vous allez voir la différence avec ceux qui sont les autres, hein, donc les très insatisfaits par rapport aux autres. Voilà, je vous fais l'aller-retour, donc c'est exactement les mêmes trucs. Et donc, vous voyez effectivement que le financement est clairement une condition de satisfaction très significative, et que quand il n'y a pas de situation financière suffisante pour financer le doctorant, souvent, c'est aussi un obstacle à la préparation des travaux. Une autre question, peut-être un petit peu plus simple, on leur a demandé s'ils étaient satisfaits du matériel informatique que le laboratoire mettait à leur disposition pour réaliser la thèse, conserver les données, travailler à distance. Bon, ont-ils un ordinateur finalement? Alors, 39% parmi ceux qui sont très insatisfaits, 39% sont satisfaits de ce qu'on leur a donné, 31% sans plus, et 30% des doctorants n'ont rien eu, on n'a rien mis à leur disposition, ils n'utilisent que des équipements personnels. Alors, parmi les autres doctorants, donc tous les autres, insatisfaits, neutres, satisfaits ou très satisfaits, il n'y en a que 15% qui ne travaillent qu'avec du matériel personnel. Donc, une grosse différence, là encore, entre ceux qui sont très insatisfaits et les autres. Alors, si on peut résumer sur cette question de moyens, les doctorants très insatisfaits sont confrontés souvent, en plus forte proportion que les autres, à un manque de moyens. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la précarité, avoir des revenus irréguliers pendant la thèse, a des conséquences sur le bon déroulement de la thèse, et puis se rejaillit en fait sur la satisfaction des doctorants vis-à-vis de leurs encadrants. Le manque de moyens pour financer la thèse est souvent corrélé à un manque de moyens pour financer les travaux de recherche. Donc, on recommande que tous les candidats retenus pour préparer une thèse en formation initiale, c'est-à-dire en dehors de ceux qui préparent leur thèse en parallèle d'une activité professionnelle, soient financés et à un niveau suffisant pour qu'ils ne soient pas en difficulté financière. Que par ailleurs, la préparation des thèses en formation tout au long de la vie, c'est-à-dire en parallèle d'une activité professionnelle principale stable, soit mieux encadrée pour éviter des situations de précarité avec des revenus irréguliers ou insuffisants. Et puis, dans tous les cas, quel que soit le type de rémunération qu'ont les doctorants, hein, s'assurer que les conditions matérielles financières soient bien réunies pour pouvoir mener les travaux de recherche. Il ne suffit pas que le doctorant soit bien financé, il faut aussi qu'il ait ce qu'il faut pour pouvoir mener sa thèse. Alors, quand on avance là-dessus, ce qu'on peut voir aussi, c'est que veiller au financement de tous les doctorants, c'est bien, mais les financements étant limités, ça va de pair avec une question de sélection lors de l'admission. Donc, on a donc posé des questions aux encadrants et aux doctorants sur le caractère sélectif de l'entrée en doctorat. Est-ce que c'était légitime ou non de sélectionner, et si oui, comment? Alors, on leur a notamment posé la question pour savoir s'ils avaient eu des auditions aux doctorants, s'ils avaient eu des auditions pour entrer en doctorat, s'ils en étaient satisfaits. Et puis, on leur a posé des questions sur les options sur lesquelles
vis-à-vis desquels ils se prononceraient favorablement, par exemple, systématiser les auditions pour les admissions au doctorat. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que doctorants et encadrants sont largement favorables à systématiser les auditions pour les admissions au doctorat, mais pourvu que ce soit dans un cadre officiel, bien défini pour tous, et en étant attentif aux biais. Donc là, bon, il y a un certain nombre de recommandations pour éviter les biais, mais il y avait, on va y revenir après, une attention particulière à ces questions de biais. Alors, on a vu en fait apparaître plus de nuances parmi les encadrants que parmi les doctorants sur cette question, selon les domaines de recherche. C'est-à-dire que les réponses sont un peu plus uniformes selon les domaines de recherche pour les doctorants et un peu plus distinctes, disons, pour les encadrants. Donc, juste, je vous note ici pour que vous vous en rappeliez pour la suite. 1, c'est sciences et technologies. 2, sciences et vie de la santé. 3, sciences de la société, droit, économie, gestion. 4, humanité, lettres et langues. Donc, on leur a demandé, par exemple, à votre avis, pour l'entrée en doctorat, faut-il ou non auditionner tous les doctorantes et les doctorantes? Alors, on a globalement 68% qui ont répondu oui, 25% qui ont répondu non, et 7% qui ont un autre avis, sachant que ça, c'est la question, la réponse classée au rang 1, puisqu'ils pouvaient classer plusieurs réponses. Et donc, si on prend l'ensemble des réponses, on peut rajouter 10 points environ. On en a 78% qui sont favorables si on intègre l'ensemble des réponses. Alors, quand ils répondent oui, c'est d'abord parce que ça participe à la reconnaissance du doctorat en permettant d'affirmer que l'entrée en doctorat est ouverte, équitable, exigeante. Donc, c'est d'abord un aspect de reconnaissance du doctorat qui est mis en avant. Dans un deuxième temps, ils estiment que c'est important dans la relation doctorant-encadrant parce que ça place les doctorants dès le début en position centrale et de responsabilité vis-à-vis de leur projet doctoral. Ils défendent leur projet, ils doivent montrer comment il va aller jusqu'au bout, ou en tout cas défendre leur projet de recherche eux-mêmes, et donc ça leur permet de se positionner sur le projet dans son ensemble. Alors, par contre, bon, arrive après, de façon beaucoup moins importante, 2 avis favorables. Donc, je rappelle, c'est que les réponses classées au rang 1. Ça permet de tester à travers la préparation de l'audition, l'accompagnement et l'implication des encadrants. D'une certaine manière, le fait que les encadrants s'impliquent pour préparer les auditions est un facteur disons, de succès ou de test. Ça permet de tester le fait qu'ils vont bien s'impliquer aussi pour encadrer les doctorants par la suite. Et puis, si on regarde les réponses non, ce qu'on voit, c'est que là aussi, ce qui arrive en premier, c'est non, cela introduit des biais selon que les candidats ont été plus ou moins accompagnés pour préparer l'audition, à 13%. On voit une autre question de biais sur d'autres biais à 3%, et seulement 9% pour qui la reconnaissance en doctorat ne devrait pas être liée à une sélection en entrée, donc qui ont une opposition de principe à la sélection, à l'entrée en doctorat. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, en grande majorité, doctorants et encadrants sont plutôt favorables à la sélection, mais en demandant à avoir une attention au biais de sélection. Et on le voit d'ailleurs, ils ont des réponses qui sont assez nuancées. Et par exemple, 31% des doctorants qui ont cité la proposition « Oui, cela permet de tester à travers l'aide à la préparation de l'audition, l'accompagnement et l'implication des encadrants », ont été 20% de ceux-là ont également cité « Non, cela introduit des biais ». Donc, ils en voient à la fois l'avantage et l'inconvénient. Alors, bon, voilà, donc juste sur ce point-là. Je te laisse la parole, Mossadegh. Oui. Donc maintenant, concernant les comités de suivi, donc on a interrogé les doctorants, mais aussi les encadrants sur les comités de suivi. Donc d'abord, une majorité des doctorants qui ayant répondu à l'enquête déclarent, c'est de 95% déclarent qu'ils ont eu l'expérience d'un comité de suivi, et ils sont 82% parmi eux sont satisfaits à très satisfaits, et seulement 6% qui considèrent qu'ils sont insatisfaits. Alors, et cette satisfaction vis-à-vis des comités de suivi individuels est partagée par tous les domaines scientifiques. Donc, on ne voit pas de différence entre domaines scientifiques. Parmi les doctorants qui ont eu de l'expérience de comité de suivi, 47% parmi eux donc, ont eu un droit de regard sur la composition de leur comité de suivi, et ceux-là sont parmi les plus satisfaits de leur expérience, enfin du fait disons, d'avoir eu cette expérience de comité de suivi que les autres. Et d'ailleurs, vous voyez dans ce graphique, donc ils sont 90% à être
satisfaits à très satisfaits, ceux donc, qui déclarent avoir eu un droit de regard donc, dans la composition de leur comité de suivi, à comparer à environ 70% des autres. Voilà. Donc, on note aussi que 5% des doctorants en troisième année n'ont jamais eu de comité de suivi, alors que c'est une obligation, comme vous le savez, obligation réglementaire, de les organiser au moins pour l'inscription en troisième année de thèse. Par ailleurs, doctorants et encadrants s'accordent pour dire que le comité devrait apporter un regard extérieur et indépendant et qu'il serait utile de réunir le comité de suivi dès la première année, voire annuellement, et de fournir un vade-mecum aux membres du comité pour que celui-ci réponde pleinement aux attentes des doctorants. La slide suivante. Voilà, maintenant, si on interroge les doctorants, quelles sont les modalités souhaitables de fonctionnement du comité de suivi individuel? Donc, ils mettent en priorité les deux modalités qui vous sont données ici. Donc, d'abord, que le comité de suivi devrait être en 3 étapes: présentation de l'avancement des travaux et discussions, et entretien avec le doctorant sans les encadrants, et puis après, entretien avec les encadrants sans le doctorant. Puis, deuxième modalité qu'il place en deuxième priorité, c'est d'inviter les membres des comités de suivi à auto-évaluer leur lien d'intérêt avec le doctorant et avec ses encadrants, et s'engager à apporter un point de vue extérieur et non biaisé. Comme vous pouvez le voir, donc, ces deux modalités que les doctorants mettent en priorité, ça veut dire qu'ils souhaitent qu'il y ait un CSI qui soit, comment dire, indépendant de la direction de thèse et qui soit donc apporte un regard extérieur, comment dire, à l'avancement des travaux des doctorants. Puis la modalité qu'ils mettent en troisième position, ils souhaitent que le comité de suivi individuel devrait se réunir 1 fois par an. Donc ici maintenant on corrèle cette modalité à celle qui se trouve en 7e position, dans laquelle les doctorants demandent à ce que les comités de suivi individuels devraient se réunir dans la première année de thèse. Et on corrèle les deux, on voit que 74% des doctorants souhaitent à minima qu'il y ait au moins un comité de suivi lors de la première année de thèse. Slide suivante. Alors maintenant, concernant l'attractivité internationale, 31% des doctorants internationaux souhaitent à terme, enfin globalement, hein, donc quel que soit leur domaine scientifique dans lequel ils préparent leur thèse, donc 31% des doctorants internationaux souhaitent à terme s'installer dans leur pays d'origine, 23% dans un autre pays que la France, ou de leur pays de nationalité, et 45% en France. D'ailleurs, ces derniers arrivent plutôt en France, c'est-à-dire ils arrivent pour préparer soit leur licence, soit leur master, d'accord, et donc ils sont assez nombreux à souhaiter, comment dire, s'installer en France après donc leur thèse. Donc c'est un élément qui est important, qu'on a jugé important à prendre en compte pour la communication auprès des étudiants internationaux, pour l'attractivité internationale du doctorat en France. Et ici, dans ce graphique, vous voyez donc les doctorants, ils pouvaient répondre à plusieurs questions en même temps. On voit bien que ceux qui arrivent pour préparer un diplôme de premier cycle, licence IUT, etc., donc une grande majorité souhaitent rester en France, d'accord, très peu souhaitent retourner dans leur pays de nationalité. Et donc, lorsqu'on regarde ceux qui sont arrivés pour préparer donc, le master, on voit donc une diminution. Enfin, on voit qu'ils sont moins nombreux à souhaiter rester en France, ils sont plus nombreux à souhaiter, disons, retourner dans leur pays de nationalité. Et puis après, maintenant, si on regarde quels sont parmi les doctorants ceux qui sont arrivés plutôt pour préparer leur doctorat en France, on voit que c'est la proportion encore diminue parmi eux de ceux qui souhaitent rester en France, et on voit bien que la proportion de ceux qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine donc est encore plus importante. Si on passe maintenant à la slide suivante. Alors, concernant donc toujours l'attractivité internationale, une chose à laquelle on était assez surpris, c'est que 27% des doctorants déclarent ne pas avoir le choix de la langue de rédaction de leur thèse. Et ça, c'est un facteur important d'attractivité. C'est-à-dire, si les doctorants qui ne sont pas francophones, quand ils viennent en France, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir rédiger leur thèse, par exemple en anglais, ça va être un facteur bloquant.
Donc, il serait donc utile d'affirmer une position nationale en faveur du sur-mesure et de le faire savoir auprès des étudiants internationaux de pays non francophones. D'ailleurs, parmi une large proportion de doctorants internationaux, quand ils viennent faire leur thèse en France, ils choisissent plutôt les domaines des sciences et technologies ou sciences de la vie et de la santé, plus que les sciences humaines et sociales. Donc, si on regarde maintenant par domaine scientifique, quelle est la réponse des encadrants à la question « Quelle est votre opinion sur la langue de rédaction de la thèse ?» Donc, on voit que dans les domaines sciences et technologies, 20% des répondants déclarent que, sauf en cas de co-tutelle de thèse, toutes les thèses devraient être rédigées en français. Maintenant, si on regarde le taux de réponse des encadrants dans les domaines des sciences humaines et sociales, on voit qu'il y a pratiquement 50% des encadrants déclarent la même chose, sauf en cas de co-tutelle internationale de thèse, toutes les thèses devraient être rédigées en français. On voit bien aussi que la proportion d'encadrants déclarant que les thèses doivent être rédigées le plus possible, enfin pardon, les thèses devraient être, ou plutôt les doctorants devraient pouvoir choisir entre le français et l'anglais selon leurs compétences dans ces langues. On voit, ils sont 64% des encadrants dans le domaine des sciences et technologies à déclarer ça, et ils sont que 40% dans les domaines des sciences humaines et sociales. Voilà, donc, et puis après, on note aussi que dans le domaine des sciences humaines et sociales, il y a aussi des demandes de donner plus de choix que le français et l'anglais, de pouvoir donner la possibilité aux doctorants de pouvoir rédiger leur thèse dans une autre langue que le français et l'anglais. À toi, Sylvie. Alors oui, alors le dernier point, et ça c'est un point majeur qui sort de l'étude, c'est qu'on constate que les doctorants sont inquiets vis-à-vis de leur avenir professionnel. Donc beaucoup plus que des difficultés vis-à-vis de leurs encadrants, ce qu'on voit sortir de l'enquête, c'est cette inquiétude vis-à-vis de la suite. On leur a posé un certain nombre de questions, mais on leur a demandé notamment dans quel état d'esprit abordez-vous la suite, très inquiet à très confiant. Alors, ce qu'on voit d'abord parmi les doctorants, c'est qu'il n'y a pas une très grande différence selon les domaines disciplinaires. Alors, peut-être un peu plus d'inquiétude exprimée en sciences de la vie et de la santé, mais c'est assez homogène selon les secteurs. Ce qu'on constate aussi, c'est que la part de ceux qui sont confiants est quand même à peine supérieure à la part de ceux qui sont inquiets. Et on a une proportion de doctorants inquiets qui est de l'ordre du tiers, voire supérieure au tiers en moyenne, parmi l'ensemble des doctorants. Et c'est quand même assez inquiétant vis-à-vis de finalement la réalité de leur devenir professionnel, puisqu'on suit par ailleurs à travers les enquêtes emploi non seulement leur insertion, est-ce qu'ils se placent bien ou non, mais même leur satisfaction dans leurs emplois, et on a des niveaux d'insertion, de rémunération, de satisfaction qui sont quand même très bons. Donc cette inquiétude est quelque chose qu'il faudrait pouvoir corriger. Alors, on propose la piste d'un portail national de l'emploi pour diverses raisons. Mais déjà, la première chose, c'est qu'on a croisé en fait les informations, les réponses en fait entre dans quel état d'esprit abordez-vous la suite, alors ce qu'ils sont inquiets ou pas, et puis par ailleurs, avez-vous des informations sur le devenir professionnel des docteurs dans votre domaine? Et ce qu'on voit, c'est que parmi ceux qui sont inquiets, la proportion de ceux qui ont eu des informations est beaucoup plus faible que parmi ceux qui sont confiants. Donc, parmi ceux qui sont, par exemple, très inquiets, 6% disent oui, tout à fait, on a eu accès à des informations, 21% oui, mais il y en a 22% qui n'ont pas eu du tout d'informations et 29% qui n'en ont pas eu. Dès qu'ils ont de l'information, là, parmi ceux qui sont très confiants, on constate qu'il y en a une majorité qui estime avoir eu des informations sur le devenir professionnel. Alors, finalement, avoir des informations, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elles soient pertinentes, adaptées, utiles. Donc, on a croisé les deux types de réponses. Avez-vous eu des accès à des informations? Et les informations auxquelles vous avez eu accès sont-elles récentes, adaptées, utiles? Donc, ce qu'on voit apparaître assez clairement sur ce graphique, c'est que quand ils ont des informations, ils jugent que ces informations sont adaptées, utiles.
Donc, le problème n'est pas réellement d'avoir la qualité de l'information ou l'information en elle-même. Hein. Est-ce que les informations sont bonnes? C'est finalement l'accès à l'information. À partir du moment où ils ont l'accès à l'information, ils la jugent utile et ils sont beaucoup plus confiants. Alors, c'est pour ça qu'on propose de mettre en place un portail national de l'emploi. En fait, on a pu constater, moi je le sais parce que j'ai fait l'exercice à l'Université Paris-Saclay, hein, donc j'ai regardé parmi les répondants de l'Université Paris-Saclay et je sais qu'on met à disposition des informations. Néanmoins, il y en avait une proportion assez importante aussi qui disait qu'ils n'avaient pas accès à des informations, alors qu'elles y sont, on le sait, elles sont sur le site. Donc je pense qu'un des facteurs, c'est que l'accès à l'information, il ne suffit pas qu'elle existe, il faut aussi qu'ils y aient confiance, qu'ils estiment que c'est quelque chose qui est validé, qui est représentatif, et puis aussi que ce soit statistiquement représentatif. Et comme les docteurs ne représentent que 3% des diplômés de l'enseignement supérieur, en fait, dans chaque établissement, on est souvent en dessous de la taille critique pour avoir des données qui sont statistiquement significatives domaine par domaine. D'où l'intérêt d'avoir des informations au niveau national qui permettraient d'agréger de façon beaucoup plus importante des informations sur le devenir professionnel dans chaque domaine, même des domaines un peu de niche, pour que tout le monde puisse avoir l'information souhaitée. Alors, le dernier point aussi, c'est sur cette question du devenir professionnel. Il y a une certaine morosité nationale. Donc, on a comparé l'état d'esprit des doctorants selon qu'ils sont français ou ils ont grandi en France vis-à-vis de ceux qui viennent de l'international. Alors, là, vous voyez des graphes qui sont tracés. On a choisi un domaine, alors un domaine et les années 1 à 3 pour comparer des choses comparables. Alors, pourquoi ça? Parce qu'il y a des différences selon les domaines, elles ne sont pas énormes, mais par contre, il y a des différences surtout selon les années de thèse. Plus le temps passe et plus ils sont inquiets. Donc, c'est pour ça qu'on a comparé ici les années 1 à 3 pour ne pas mélanger les facteurs. Et on a choisi un domaine aussi parce que la durée des thèses va dépendre fortement des domaines. Donc là, on s'assure de comparer des choses comparables. Alors, on aurait pu prendre un autre, hein, on prend celui-là, mais ça aurait pu être un autre. Alors, ce qu'on constate, néanmoins, et ça se voit de façon très nette, c'est que même pour une installation en France, les internationaux sont 2 fois moins nombreux à être inquiets que les nationaux, c'est-à-dire que ceux qui sont nés ou ont grandi en France. Donc là, vous voyez, par exemple, quand ils ont comme projet de s'installer en France, donc parmi ceux qui ont déclaré comme projet de s'installer en France, il y en a 10% qui sont très inquiets, alors qu'il y en a 6% parmi les internationaux, et 25% qui sont inquiets parmi les nationaux, et 13% parmi les internationaux. Donc, le niveau de confiance des nationaux est beaucoup plus faible que celui des internationaux. Alors, on a certainement plusieurs facteurs à ça. Ça peut être effectivement une presse nationale assez négative sur le doctorat, mais ça peut être aussi le sentiment que le doctorat est moins bien reconnu en France que dans d'autres pays. Quand des gens viennent de pays où le doctorat est très bien reconnu, ils viennent avec cette représentation du doctorat qui est la leur, et donc ils n'ont pas forcément d'inquiétude sur leur diplôme. Donc, la piste d'un portail national de l'emploi des docteurs, le but, c'est vraiment de mieux informer pour rassurer. On constate que c'est directement corrélé avec le manque d'informations sur les débouchés. Et donc, on voudrait mettre en place un portail national de l'emploi des docteurs. On a proposé au ministère que ça puisse être porté par le RNCD ou que ça puisse être animé par le réseau national des collèges doctoraux. De toute façon, la plupart des établissements font leurs enquêtes à travers une plateforme nationale qui s'appelle IPDoc et qui pourrait être davantage exploitée qu'elle l'est actuellement au niveau national. On a tous les retours de cette enquête. Il y a des notes flash qui sont faites qui résument la situation de l'emploi, mais on pourrait en faire beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, on va conclure là, puis on va vous proposer d'échanger maintenant à bâton rompu, si vous le voulez. Et donc, je vous rappelle juste la liste de tous les participants là qui ont été auteurs de l'enquête. Donc, Mossadegh Talbi et moi-même, mais aussi Marie Offray-Seguet, Marc Dallot, Hendrik Eschberg, Perrine Elchavich et Amida Muller. Donc, voilà, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Oui, allez-y. Claire Auger.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et très riche, hein. C'est vraiment une enquête qui va nous être très utile dans les écoles doctorales. J'ai une question qui concerne, en fait, vous avez très souvent présenté les résultats en fonction des disciplines, enfin des groupes de disciplines, ce qui est précieux puisque évidemment les conditions ne sont pas du tout les mêmes dans les différentes disciplines. Et j'ai une question qui concerne les slides où vous avez parlé de l'insatisfaction, en particulier relative à la durée des thèses, enfin, en corrélant avec la durée des thèses. Et avec le nombre de enfin, les questions qui portaient sur la durée, sur le nombre de rendez-vous avec les directeurs de thèse, etc. Et il m'a semblé que ces résultats-là n'étaient pas, comment dire, présentés par groupe de discipline. Et c'est une question évidemment qui est assez cruciale pour les écoles doctorales en sciences humaines, enfin arts, lettres, sciences humaines, etc. Parce que cette durée des thèses, évidemment, est un peu reprochée, enfin, etc. Bon, enfin, je n'ai pas besoin de détailler, mais… Et donc, j'aurais trouvé très intéressant, je vous donne un exemple, mais par exemple, voir un doctorant une fois par mois, il y a des disciplines où c'est beaucoup, où c'est rarissime. Et en revanche, je connais des doctorants en sciences dures qui voient leurs encadrants toutes les semaines, enfin, etc. Donc, voilà, j'aurais aimé avoir des détails un petit peu là-dessus, savoir si dans le rapport, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, vous aviez pu faire cette ventilation par groupe de discipline. Voilà. Oui, alors on n'a pas tout fait parce qu'effectivement, c'est déjà long. Et puis même dans le rapport, hein, c'est pas toujours fait à chaque fois. Ce qu'on a essayé de faire dans le rapport, c'est de le mettre par discipline quand ça avait un effet notable sur le résultat. Sinon, on ne l'a pas fait. Et là, par exemple, sur les doctorants, alors il y avait deux raisons. Soit ça n'avait pas d'influence sur le résultat, donc on ne l'a pas fait. Soit on était dans une situation où ça pouvait rendre les chiffres pas statistiquement significatifs, de comme ça restreindre l'échantillon sur une discipline, une année, etc., etc. Donc on a essayé de faire des échantillons à chaque fois pour avoir des données qui nous semblent statistiquement significatives. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'on n'a pas forcément tout ventilé. Mais sur l'interface en ligne, vous pouvez sélectionner par grand domaine et aussi en fonction de l'année de thèse et aussi en fonction de la satisfaction vis-à-vis de l'encadrement. Donc ça permet comme ça de vraiment, je crois, croiser les échantillons. Alors, sur cette histoire de fréquence de la rencontre avec le directeur ou directrice de thèse, donc typiquement, là, on a quelque chose de très lié aussi au mode de rémunération. Quand les gens ont une activité professionnelle pas destinée à la thèse et puis qui préparent leur thèse en parallèle, ils peuvent rencontrer leur directeur de thèse une fois par mois et être tout à fait satisfaits de la situation parce qu'eux-mêmes sont très pris, ils font comme ils peuvent, voilà. Et donc, on sait que dans certaines disciplines, évidemment, la part des doctorants qui préparent leur thèse en parallèle d'une autre activité est beaucoup plus importante que dans d'autres. Donc, ça justifie en fait que les thèses soient plus longues, ça justifie aussi qu'ils rencontrent moins souvent leur directeur de thèse, mais ça n'a pas d'incidence sur la satisfaction. En revanche, effectivement, donc c'est pour ça que il faut faire attention quand on croise, c'est pas que le secteur disciplinaire en fait, c'est finalement la manière dont ça se déroule. Et sur la durée des thèses, par contre, il y a quelque chose qui est un peu plus disciplinaire à mon sens, qui est le fait, enfin qui n'est pas un effet indirect, je dirais, qui est un effet direct du côté disciplinaire, c'est vraiment la question de la genèse du sujet de thèse. Si on revient ici, c'est au début, on avait vu ça, c'est pour ça qu'on a posé la question, hein. Ici, vous voyez que vraiment, dans les domaines des sciences et techniques, sciences des technologies, sciences de la vie de la santé, disons, la norme, c'est que le sujet de thèse soit proposé, le sujet, la démarche soit proposée par les encadrants, souvent avec une phase de co-construction avec le doctorant, mais l'initiative est aux encadrants. C'est beaucoup moins le cas dans les domaines sciences de la société, humanité, lettres et langues, où beaucoup plus souvent les doctorants arrivent avec leur sujet. Donc ça a des conséquences très simples. C'est quand ils arrivent avec leur sujet, disons que la motivation est certainement plus forte, donc on peut avoir plus d'initiatives, plus de motivation des doctorants, parce que leur sujet leur est plus personnel. Mais en revanche, ils n'ont pas forcément la maturité autant qu'un encadrant pour proposer un sujet dont ils sont absolument sûrs qu'il est original, que la question de recherche est importante dans le champ scientifique. Donc la question de cerner la question de recherche prend plus de temps, et c'est normal que la thèse soit plus longue pour cette raison, tout simplement. Et ça, on le voit parce qu'on leur a posé des questions aussi sur l'avancement de leur sujet de thèse.
Et on constatait en fait que dans les 2 domaines des SHS, les doctorants étaient assez nombreux à dire qu'ils n'avaient pas encore cerné la question de recherche en 2e année, par exemple, alors que c'est extrêmement rare dans les domaines des sciences et technologies ou sciences de la vie et de la santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intrinsèque. Par contre, les questions de préparer une thèse en parallèle d'une activité professionnelle, bon, ben, ça peut se faire dans tous les domaines. Il n'y a pas de raison que ce soit spécifique au SHS. Si je peux ajouter peut-être un complément à la réponse, donc il y a aussi une corrélation entre le fait que le doctorant il a une équipe d'encadrement ou pas. Donc il pourrait y avoir une différence liée à la fréquence aussi de rencontres avec son directeur de thèse et aussi le nombre de doctorants que le directeur de thèse encadre. Comme vous l'avez vu, hein, donc quand le nombre de doctorants est supérieur à 4 ou 5, la fréquence de rencontres est moindre. Donc là, on voit donc aussi des différences entre sciences humaines et sociales d'un côté et les 2 autres domaines, sciences et technologies ou sciences de la vie et de la santé. On voit bien donc qu'il y a des pratiques et des cultures qui sont différentes, qui peuvent expliquer aussi les fréquences qui sont moindres dans les domaines des sciences humaines et sociales comparativement aux domaines des sciences, technologies, sciences de la vie et de la santé. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions et puis pour l'enquête en général. Oui, alors surtout, n'hésitez pas à vous en emparer, à les utiliser. Donc, on transmettra tous les transparents. On va les transmettre en format aussi PowerPoint pour que vous puissiez les modifier si nécessaire. Et n'hésitez pas à aller sur l'interface si vous voulez personnaliser pour le mettre dans votre domaine. Enfin, les domaines, hein, on est resté sur ces 4 grands domaines. Hein, on n'a pas mis les sections CNU, mais vous pourrez comme ça vous approprier un petit peu les résultats dans votre domaine et dans votre école doctorale. Il y a une autre question, Thierry Rigaud. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Ok. J'ai été un petit peu frappé par certaines des réponses à la question qui portait sur ce qui était de la responsabilité des directeurs de thèse ou pas. Et notamment, il y en avait une qui était, si vous pouviez remettre voilà, le truc, c'était sur le fait d'avoir des compétences qui sont extérieures à la thèse en elle-même, il m'a semblé voir. Et donc, oui, c'est en bas, c'est la P, là. Oui, ouais, ça. voilà, tout le monde était un peu d'accord pour dire que ça ne tombait pas dans l'escarcelle du directeur de thèse. Est-ce qu'il y a eu des questions complémentaires en disant que c'était là le rôle des écoles doctorales ou des collèges doctoraux, cette question-là? Alors, on ne l'a pas fait, mais je pense qu'effectivement, dans une prochaine enquête, il faudra naturellement aller vers ça. Et je dirais que c'est plutôt sain. C'est-à-dire que s'il s'agit d'aider à la préparation du devenir professionnel, développer des compétences en dehors de la recherche, peut-être qu'il faut faire appel à d'autres personnes qui vont venir. Voilà, si c'est pour parler d'un secteur professionnel, il vaut mieux prendre des représentants de ce secteur d'emploi-là qui sont dans ces métiers-là plutôt que quelqu'un qui ne connaîtrait que par oui-dire. Et c'est pareil pour d'autres compétences. C'est important, je pense, de le faire par d'autres voies. Donc oui, ça peut être les écoles doctorales, ça peut être aussi d'autres cadres, hein, mais en tout cas, il faudra dans une prochaine enquête qu'on l'écrive peut-être de façon plus claire. Non, parce que vous parliez de s'emparer de ça pour justifier certains points, notamment sur l'encadrement, enfin les limites d'encadrement doctoral. C'est aussi une enquête qui, je pense, pourrait éclairer très facilement. Ça pourrait être très intéressant que ça éclaire un peu les démarches de questionnement de l'HCERES, par exemple, sur l'utilité des collèges, des écoles doctorales sur tout un tas de points, quoi, hein. Moi, je trouve ça très intéressant pour ça, hein. C'est vraiment très éclairant et ne doutez pas que nous nous emparerons des résultats de cette enquête qui est vraiment très intéressante. Merci, hein, de l'avoir fait. Et merci pour vos retours. Et Catherine Meur-Ferrec? Oui, bonjour, je suis directrice d'école doctorale à Brest. Merci aussi, hein, ça va être très utile, hein, tous ces résultats. On se pose parfois des questions au niveau du collège en Bretagne doctoral sur le rôle du CSI
Et je vois qu'il y a beaucoup de réponses où les gens demandent une clarification du rôle du CSI avant de démarrer. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur le contenu? Enfin, une question qui revient souvent, qui moi me paraissait évidente, mais qui ne l'est pas, c'est est-ce qu'on parle science dans le CSI ou est-ce qu'on parle plutôt conditions d'accueil du doctorant? Et est-ce que par rapport à l'enquête, on a des résultats qui nous éclairent un peu sur cette question? Alors, oui, je pense, mais peut-être, vas-y, Mossadegh, c'est toi qui peux répondre, peut-être. Oui, non, enfin, effectivement. Donc, c'est le rôle du comité de suivi, d'abord, comme c'est indiqué d'abord dans l'arrêté, c'est-à-dire il doit, dans sa composition d'abord, dans sa composition, il doit être, comment dire, les membres doivent être extérieurs à l'équipe d'encadrement, et son rôle, c'est de s'assurer que la thèse se passe dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, son rôle, c'est pas d'évaluer la qualité scientifique, ça c'est de la responsabilité du directeur de thèse, donc enfin, de l'encadrant, de s'assurer, disons, que la qualité de l'activité recherche est là. Donc, son rôle doit s'assurer donc que la thèse avance bien, qu'il n'y a pas de retard, qu'il n'y a pas de difficulté. Il peut l'interroger sur, bien sûr, aussi l'aspect scientifique, mais sans intervenir parce que ce n'est pas le rôle du comité de suivi. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est-à-dire que ce n'est pas si clair et je pense qu'il y a des pratiques très, très différentes parce que nous, on utilise le CSI vraiment comme organisme extérieur de conseil, de guidage du doctorant et je crois qu'il y a des pratiques extrêmement différentes selon les écoles doctorales. Je ne sais pas si c'est un sujet qu'on devrait creuser ensemble ou pas, mais c'est pas si... J'ai bien lu l'arrêté, je le connais, mais l'arrêté, on peut l'interpréter de plusieurs façons sur le contenu scientifique du CSI, le rôle scientifique du CSI. C'est vrai que l'arrêté dit il évalue l'avancement des travaux et les conditions de déroulement de la thèse. Donc, les deux y sont. Après, ça dépend ce qu'on appelle l'avancement des travaux. Est-ce que c'est l'avancement des travaux vis-à-vis du programme qui était défini dans le sujet de thèse, donc en relation finalement avec ce qui était prévu au début, ou c'est la qualité en soi, je dirais, du travail. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que ça avance bien par rapport à ce qui était prévu ou est-ce que c'est un bon travail scientifique par rapport à ce qu'on a dans la discipline en général? Est-ce que ça a une importance dans le champ? C'est un tout petit peu différent. Et oui, ça a une différence importante, mais je pense que ces comités de suivi, ils ont été demandés par les associations de doctorants à la base. C'est comme ça que ça a été créé en 2016. Ça existait déjà dans certains établissements, mais ça a été généralisé en 2016, notamment pour repérer des difficultés d'encadrement, des choses comme ça. Et donc, bien sûr qu'il faut regarder si ça avance bien, il faut regarder l'aspect scientifique, mais il ne faut pas oublier aussi pourquoi ça a été mis en place. Et donc, c'est un rôle finalement assez large. Ça ne s'arrête pas finalement au travail qui est réalisé. Il faut vraiment regarder aussi les autres aspects. Donc, à la limite, c'est parfois difficile d'avancer pour voir si tout se passe bien dans le déroulement de la thèse si on ne regarde pas les aspects scientifiques. Mais l'aspect scientifique, d'une certaine manière, est là pour éclairer le reste. Parce que au fond, ce n'est pas vraiment le rôle du comité de suivi. Il est là pour voir si tout se passe bien, si on est dans des bonnes conditions ou pas, quoi. Merci. Je vois qu'il y a deux demandes d'intervention. Peut-être donner la parole à Sabine Luciani, puis après à Thierry Rigaud. Oui, bonjour. Je suis Sabine Luciani, donc directrice d'une école doctorale de sciences humaines et sociales à Aix-Marseille Université. Pour commencer, je voudrais vous remercier vivement pour avoir fait cette enquête très, très approfondie et puis aussi pour présenter ces résultats d'une façon aussi précise et nuancée. Pour ma part, j'aurais une question concernant ce que vous avez présenté en dernier, à savoir le projet de portail de l'emploi des docteurs pour mieux informer, pour rassurer, effectivement. Alors, je voulais savoir exactement comment vous envisagiez ce portail. Est-ce que ce serait simplement, ce qui serait déjà beaucoup, la présentation des résultats nationaux de l'insertion, enfin de la poursuite
de carrière des docteurs, ou est-ce que ce serait aussi conçu, ce qui serait encore mieux, comme une aide à l'insertion des docteurs? Parce qu'en fait, moi je parle pour les sciences humaines et sociales, c'est tout de même, je pense qu'en sciences humaines et sociales, il ne suffit pas de rassurer les docteurs par rapport à la réalité d'une situation, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'accompagner les docteurs dans leur insertion, qui n'est pas forcément très évidente. Bien sûr, beaucoup de docteurs majoritairement sont en emploi, mais la question c'est quand même de savoir si l'emploi qu'ils occupent correspond à leur niveau de qualification. Et de ce point de vue-là, je suis peut-être un peu moins optimiste. Et donc, j'aurais aimé savoir si il n'y aurait pas moyen aussi de profiter de ce projet pour proposer une espèce de mutualisation en fait de toutes les offres d'emploi qui concerneraient spécifiquement des docteurs dans toutes les disciplines. Je vous remercie. Alors, c'était pas tout à fait dans l'idée, puisqu'en fait, il y a déjà alors, comment dire, quand on dit qu'on va proposer au ministère de porter le portail, clairement, derrière, ça veut dire qu'on va demander une subvention pour pouvoir faire cette activité. Et le ministère subventionne par ailleurs d'autres associations pour faire des choses dans ce domaine. Et notamment, il subventionne l'ABG, l'association Bernard Grégory, qui va justement diffuser des offres d'emploi. Donc, je pense qu'ils ne doubleront pas les subventions. Et nous, clairement, pour faire cette activité, si on n'a pas de moyens, on va avoir un petit peu de mal. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit clairement sur quelque chose qui est complémentaire, qui n'est pas fait actuellement par l'ABG, et puis éventuellement qu'on demande à l'ABG d'évoluer sur ce qu'ils font eux, ou qu'on fasse un lien vers ce que fait l'ABG depuis ce portail-là. Mais voilà, on ne peut pas doublonner en fait des activités de ce type-là, sinon c'est moins efficace et ça a moins d'impact, on va dire aussi. Et c'est moins facile aussi à trouver pour les doctorants, parce que je ne suis même pas sûre que tous connaissent ce type de dispositif. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit complémentaires, mais ça n'empêche pas de faire des liens. C'est-à-dire que si nous, on porte cette partie-là, et si on propose de le porter, c'est aussi parce que si on présente les résultats des enquêtes emploi que toutes les écoles doctorales font chaque année, et en utilisant la plateforme ministérielle, le fait que ce soit le réseau national des collèges doctoraux qui est en lien avec les écoles doctorales qui le porte, c'est aussi une garantie pour le ministère que ça va activer un petit peu notre dynamisme pour obtenir les réponses aux enquêtes. Donc, c'est du win-win. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Pour le reste, les collectes d'offres d'emploi dans tous les domaines, peut-être qu'on peut le faire, mais c'est comme c'est déjà fait par d'autres, il vaut peut-être mieux qu'on se mette en lien avec eux. Enfin, je ne sais pas, il faudrait voir. Alors, il y a Thierry Rigaud, et après Florian. Oui, très rapidement, puisque je suis déjà intervenu, mais je me suis aperçu que je ne m'étais pas présenté. Je suis directeur d'une école doctorale en environnement santé à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et c'était pour apporter un témoignage sur les CSI, pour rebondir tout à l'heure sur les CSI. Et je vois que dans le fil de discussion, il y a des gens qui disent on a supprimé les CSI, enfin les comités de suivi de thèse pour faire des CSI. Nous, on n'a pas fait ça parce que les doctorants, on avait déjà des comités de suivi scientifique et les doctorants étaient vachement contents de les faire parce que ça leur permettait de faire 2 points d'avancée au cours de leur thèse avec des gens qui ont un regard extérieur. Par contre, on a fait des entretiens avec ce qu'on appelle des référents de thèse en plus, qui sont là pour examiner les conditions de la thèse, hein, comme la loi nous y oblige. Et en fait, les doctorants qui sont élus dans notre conseil ont beaucoup tenu à ce que ce soit séparé du comité scientifique, dans la mesure où souvent les gens qui font partie du comité scientifique sont extérieurs, certes, à l'université, mais connaissent les encadrants de thèse.
la proximité thématique. Enfin, on ne va pas inviter son meilleur ennemi dans un comité de suivi scientifique. On invite plutôt des gens qu'on apprécie. Et donc, voilà, les doctorants ont dit qu'il faut vraiment séparer les deux aspects. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans l'enquête qu'on a fait cette année, là, puisqu'on va être évalué par le HCVRS, ils sont assez satisfaits de ça, quoi, du fait qu'il y ait cette séparation entre le suivi scientifique d'un côté et l'examen des conditions de la thèse de l'autre, deux choses séparées. Et on leur demande, enfin pour le comité avec le référent, c'est une fois au cours de la thèse, alors que pour la science, c'est plus régulier, on le fait au moins 2 fois. Voilà, c'est pour apporter ce témoignage. Je vous remercie, je ne vous embête pas plus. Merci. Donc, Oui. donne la parole à Florian Guilou. Bonjour, je suis Florian Guillou, donc je dirige une école doctorale qui est co-accréditée entre l'Université d'Orléans et de Tours en biologie santé. Et je me posais une question, parce que nous, on a fait dans notre école doctorale des enquêtes avec les doctorants. Et je suis un peu comme vous, j'ai eu assez peu de réponses en fait des doctorants. Nous, on a eu à peu près 35% de réponses et j'ai vu dans votre enquête que vous avez entre 16 et 20% de réponses. Et on s'est posé la question aussi de la réalité en fait de ce que ça représentait ces enquêtes, parce que ceux qui ont répondu à l'enquête, on pense qu'ils sont assez motivés ou on rencontre un certain nombre de difficultés peut-être dans leur parcours de thèse et que certains n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont pas de problème. Et je me posais cette question-là, si par exemple, quand vous dites que finalement, on a l'impression d'avoir une perte de motivation ou une anxiété qui augmente des étudiants au fur et à mesure des années, est-ce que ce n'est pas lié au fait que la représentation des doctorants qui ont répondu par rapport à la masse, vous voyez ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas un biais dans ces analyses? Oui, ça c'est le… Et autrement, comment on pourrait les motiver pour qu'ils répondent à l'enquête? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être d'autres stratégies dans notre école doctorale? Nous, on s'était dit, est-ce qu'on peut l'imposer ou pas? Est-ce qu'on peut le lier, je sais pas, aux inscriptions, comme ça, de telle façon au moins qu'on ait une réponse le plus exhaustive possible? Voilà, je voudrais votre avis sur le fait du manque de réponse en fait, des doctorants. Et nous, dans notre enquête aussi, on avait posé des questions et on avait dit oui, non ou sans avis. Et on a eu beaucoup de réponses sans avis, alors que c'est des questions quand même qui touchaient clairement leur vie de doctorant, quoi. Je voudrais votre avis là-dessus, si vous en avez un. Oui, alors on a un avis parce que, enfin, nous, on fait ce type d'enquête à l'Université Paris-Saclay depuis 2016, mais dans beaucoup d'autres établissements aussi, hein. Et là, quand on l'a mis au niveau national, voilà, on était aussi comment dire, un peu expérimenté sur certaines difficultés et puis sur la façon de formuler les questions, sur les biais de ce que vous avez signalé, en fait, ceux qui répondent davantage parce qu'ils sont plus motivés, des biais d'enrôlement ou des biais de sélection du public qui répond. Donc ça, oui, effectivement, j'ai plein de réponses là-dessus. Donc la première chose déjà, c'est que la part de réponse, comment dire, si on veut obtenir beaucoup de réponses, on peut aussi faire des petites enquêtes sur des questions bien précises. Mais là, on va augmenter le biais de sélection parce que vont répondre ceux qui sont intéressés par la question. Donc, c'est vrai que des petites enquêtes très focalisées vont être plus efficaces en taux de réponse, mais on court le risque d'avoir un beaucoup plus fort taux de sélection si on a des réponses, des questions seulement sur un sujet. À l'inverse, quand on fait une grande enquête comme ça, c'est plus long de répondre parce qu'il y a plein de questions, ça aborde plein de sujets, c'est toute la vie du doctorant là, qui est abordée. Mais justement, du coup, ça limite les effets d'enrôlement, quoi, en disant si on a une question sur le harcèlement, le bien-être, enfin voilà, on va forcément sélectionner des doctorants qui ont envie de répondre à ces questions-là. Ça va être complètement différent si on leur pose plein de questions, mais si on pose plein de questions sur plein de sujets variés, l'enquête est plus longue et du coup, le taux de réponse est plus faible. Alors, par contre,
Des taux de réponse de 16%, ben, en proportion, c'est pas considérable. Ça peut monter, puisque nous, à l'Université Paris-Saclay, on avait commencé à 16%, puis après on est monté vers 25%, mais peut-être un petit peu plus, mais enfin, c'est quand même, ça peut augmenter si on le ritualise, je dirais, si on fait ça tous les ans, si on le propose effectivement dans le système d'inscription. Il ne faut pas les forcer parce que sinon ils répondent n'importe quoi, mais si on le propose à l'inscription, ça améliore le taux de réponse. Donc ça, c'est un peu des facteurs qui peuvent faire que ça évolue. Mais je dirais que de toute façon, on n'aura pas des taux de réponse colossaux. On n'arrivera pas à des taux de réponse de 70%, il ne faut pas rêver. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de le mutualiser au niveau national, parce qu'il n'y a pas que le taux de réponse qui compte, il y a aussi le nombre de réponses en absolu. Nous, avec nos 11 500 réponses, ça fait que 16%. Mais 11 500 réponses, c'est beaucoup par rapport à un gros sondage, si vous voulez. Donc après, on peut regarder la représentativité vis-à-vis de Français, étrangers, selon les secteurs disciplinaires, selon l'année de thèse, des choses comme ça. On ne peut pas regarder effectivement la représentativité face à l'intérêt pour le sujet. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une enquête large. Mais bon, on ne peut pas empêcher non plus que les motivés, pour des raisons variées, répondent plus que les autres. Ça, on n'y pourra rien. Oui, en plus, lorsqu'on atteint, disons, une statistique suffisante, quel que soit le taux de réponse, même le plus important, enfin, les réponses ne seront pas très différentes, parce qu'on aura atteint, disons, une signification des réponses suffisantes avec un taux déjà 11%, c'est pas mal. Donc, enfin, 16%, c'est déjà pas mal. Donc, je vois une dernière question peut-être. César Viau. Oui, bonjour, César Liot, je suis directeur de l'école doctorale mathématiques et STIC pour les Pays de Loire et la Bretagne. Oui, j'avais 2 points. D'abord, merci pour ce gros travail. Ça va nous être très, très utile pour répondre à un certain nombre de questions qui nous sont régulièrement posées. Je vous remercie vraiment pour ce travail. J'avais 2 questions sur la première, c'est sur, comment dire, le lien avec les enquêtes qui sont déjà effectuées chaque année par la DGSIP. Donc, dans la mesure du possible, éviter qu'on ait une multiplicité d'enquêtes parce que ça nuirait après au taux de réponse qu'on pourrait avoir. Donc, il y avait un élément de réponse qui avait été donné en ce sens. Ma question concernait aussi, est-ce que par rapport aux inquiétudes que les doctorants avaient, est-ce que vous avez des éléments sur les raisons de ces inquiétudes? Alors, sur la première question, je dirais que les enquêtes des GESIP annuelles, ce sont des enquêtes exhaustives, ce sont les statistiques de l'ED, nombre d'inscrits dans chaque discipline, etc. Donc ça, de toute façon, ce n'est pas des enquêtes auprès des doctorants et des encadrants, c'est des choses qu'on fait à partir des dossiers. Et donc, au contraire, nous, ça nous sert pour vérifier quelle est notre représentativité par rapport à ça. Donc, on se voit en complément, si vous voulez, mais surtout pas. Oui, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes questions, effectivement. Voilà, c'est ça. Sur l'enquête emploi, par contre, effectivement, l'enquête ministère, l'idée, c'est surtout pas de la doublonner, parce que ce serait moins efficace, mais de récupérer les résultats via une convention avec le ministère pour les exploiter dans un portail. Et donc, comme ça, c'est vraiment, on travaille ensemble, mais on ne fait pas le travail en double parce que sinon, ça se traduit par moins de taux de réponse pour chacun. Donc, ça marchera moins bien. Donc, évidemment, le but est surtout de travailler en complément et surtout pas de doubler les choses. Alors, sur l'inquiétude, alors les raisons de l'inquiétude, non, on n'a pas forcément d'identification claire. Je dirais qu'une des pistes sur les raisons de l'inquiétude, c'est effectivement qu'ils n'ont pas assez d'informations sur ce que peuvent être leurs devenirs professionnels en dehors du secteur académique. Et on le voit, je pense, assez clairement, puisqu'on leur demandait quels étaient leurs projets d'installation dans chaque pays, mais aussi leurs projets en termes de type d'activité qu'ils souhaiteraient faire. Et on voit quand même une proportion qui souhaitent aller dans le secteur académique qui est assez importante, et en particulier parmi ceux qui sont plus inquiets. Donc, je pense qu'il manque d'informations sur d'autres devenirs professionnels. C'est quoi les carrières en dehors du secteur académique? Alors, ils se rendent bien compte que les emplois dans le secteur académique sont limités, mais ils ne se rendent pas trop compte de ce qu'il y a ailleurs.
Donc, ça milite effectivement pour le rôle des écoles doctorales sur ces questions-là. Donc, c'est très bien effectivement pour justifier l'importance des écoles doctorales dans ce travail de les aider à la préparation du devenir professionnel. On voit aussi sur les inquiétudes, je pense, la différence entre français et étranger. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à voilà, l'ambiance dans laquelle on vit, la culture nationale ou ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Et c'est vrai que la presse négative sur le doctorat, où il y a souvent des articles assez catastrophiques sur le devenir professionnel des docteurs, sur la manière dont se déroulent des thèses, ils sont plongés dans cet environnement-là depuis longtemps, donc ils sont un peu voilà, ça augmente leur inquiétude. Ce n'est pas forcément le cas de gens qui viennent de pays où le doctorat est très bien reconnu, où c'est le diplôme phare. Et en plus, quand ils ont été le faire dans une grande université étrangère et qu'ils reviennent, forcément, une expérience internationale en plus, c'est un plus. Donc, ils voient les choses de façon beaucoup plus positive. Et puis, je pense que les étrangers lisent moins la presse nationale que les Français aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'en voit pas. Donc, je pense que… Donc, on va peut-être arrêter alors. Oui, on va peut-être clôturer donc, cette présentation. Présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette présentation. Et j'espère que vous allez trouver dans cette enquête pas mal de données intéressantes à utiliser pour vos propres besoins. Voilà, on va normalement, si tout se passe bien, ça a été enregistré. Et à ce moment-là, si l'enregistrement s'est bien passé, on vous l'enverra en même temps que les planches. Merci à tous et à toutes. Merci. Très bien. Merci au beaucoup. Revoir. Merci, au revoir. Super. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir Sylvie, Mossadegh, merci encore, c'était Merci Merci Béatrice. beaucoup. Au revoir. Très vite, au revoir. Au revoir.